Donc ces différents travaux ont permis de cerner un petit peu le contexte historique dans lequel se développe le château des Hospitaliers de Saint-Jean, qui est donc un ordre religieux militaire qui se développe en Terre Sainte dans le cadre des croisades. Et le château de Belvoir est l'un des premiers sites, fait partie, pas de la première vague de fortifications qui appartiennent aux Hospitaliers, mais de cette deuxième vague, donc à partir des années 1160, qui permettent de contrôler le royaume de Jérusalem. Alors c'est un site, donc Belvoir, on est au milieu du rond rouge, qui permet de contrôler une grande partie de la vallée du Jourdain au sud du lac de Tibériade. Suivante. Voilà, donc un petit peu le contexte avec... Comment ça marche ça ? Oui, sur l'étoile rouge. Donc, le lac de Tibériade ici, la vallée du Jourdain... non, le lac de Tibériade est là, et la vallée du Jourdain. Et donc, Belvoir permet de contrôler un petit peu une grande partie de cette vallée et d'avoir donc à la fois, bien évidemment, c'est un site qui est très stratégique puisqu'il a une position dominante qui balaye le paysage à 360 degrés, un petit peu donc du lac de Tibériade et puis sur toute qui permet de contrôler aussi une partie du plateau du Golan et de l'émirat de Damas. Donc on a une occupation antique à proximité qui est caractérisée essentiellement par du lapidaire qui semble mettre en évidence la présence d'une synagogue. Le château hospitalier se développe non pas ex nihilo, mais sur un habitat qui semble développé par les Francs, et c'est une acquisition par l'ordre de l'hôpital à un noble franc dénommé Ivo Velos, selon le cartulaire général des Hospitaliers. Donc c'est en 1168 un achat relativement important pour cet ordre. En 1189, Saladin prend Belvoir après la bataille de Hattin et donc les Hospitaliers sont chassés de la forteresse jusqu'au début du XIIIe siècle et les années 1210. Donc c'est seulement en 1240 que les Hospitaliers peuvent récupérer le château de Belvoir. Donc actuellement, on a un petit peu du mal, et c'est l'un des objectifs de l'émission, c'est d'essayer de cerner les apports respectifs de la colonisation franque, de l'ordre militaire de l'hôpital, et puis des périodes d'occupation ayyoubides et mamelouks, enfin mamelouks surtout. Donc le site disparaît ensuite de la documentation dans le courant du XIIIe siècle pour être complètement réoccupé par un village palestinien qui reste en place jusqu'au début des années 1960. Donc le château de Belvoir fait partie de toute cette masse d'habitat que l'on voit au bout de la flèche rouge. Et il est complètement ennoyé dans le village palestinien. Donc ce sont les fouilles de Merbendorf en 1966-68 qui ont révélé le plan du château de l'hôpital, qui est considéré, donc il y a eu de nouvelles études par Thomas Biller, notamment en 1987, qui ont permis de mettre en évidence les caractères de ce château et notamment son plan concentrique, très géométrique, donc un plan carré avec des tours carrées dans les angles, et ces halles sans fin qui entourent la cour centrale et qui flanquent l'enceinte extérieure, donc qui est véritablement considéré comme l'archétype du plan hospitalier, mais c'est une question qui est largement réouverte par le groupe de travail. Alors, 2 phases de construction ont été déterminées. En jaune, l'enceinte extérieure, et en vert, le castrum intérieur, le château intérieur. L'enceinte extérieure est composée donc d'une grande muraille avec cantonné de tours carrées, faite de gros blocs. Tous les matériaux sont issus, du moins de l'enceinte et du glacis, des orgues basaltiques sur lesquels repose en fait le château. Pour l'instant, nous n'avons pas vraiment étudié cette phase de construction, nous l'avons déjà observée, mais peu étudiée d'un point de vue archéologique. En revanche,
Nous avons quand même pu déterminer le type de matériaux, la typologie des portes, des baies. Il y a aussi un apport donc de calcaire blanc. Donc nous recherchons les gisements et les carrières potentielles qui ont pu donc alimenter ces apports en calcaire. 2 types de calcaire ont été déterminés, un calcaire grossier, celui que nous voyons ici sur l'image, et puis un autre qui est plus fin, dont on ne localise pas encore vraiment les gisements. L'étude aussi des matériaux, c'est important de le dire, a montré en fait que le mortier, sans avoir fait vraiment une étude encore, tout cela est en cours, hein, donc a fait une étude complète, est pas de très bonne qualité. Il faut dire qu'il n'y a pas énormément non plus de calcaire dans le coin. Donc l'étude s'est portée davantage sur l'enceinte intérieure, qui elle aussi reprend donc, alors cette fois ici est un carré beaucoup plus rigoureux, avec une cour intérieure, une salle continue, des tours à chaque angle. Il en subsiste une partie du glacis, avec donc toujours construit dans ces grands blocs de basalte que nous voyons ici. Nous reviendrons dessus parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, avec toujours des portes donc composées toujours de ces mêmes matériaux qui ouvrent donc à l'est et à l'ouest l'enceinte. La grande salle, celle-ci au nord, mais elle est sur le même modèle sur chaque côté. Construite elle-même toujours dans ce basalte, avec donc des assises en calcaire blanc. Ce qui dénote, quand on observe bien la maçonnerie, on voit qu'on est dans une construction rapide, qui est certes soignée du point de vue de la construction, du point de vue technique, mais on n'est pas dans quelque chose de très, très bien taillé. C'est souvent des pierres, des blocs qui sont mis en œuvre assez rapidement, les plus gros étant réservés au glacis, ceux de modules plus modestes sont réservés donc au parement intérieur, la pierre de taille pour les bandeaux que nous voyons ici, et également pour les chaînes d'angle qui présentent donc un bossage. Les voûtes aussi sont dans un mélange de matériaux calcaire et basalte. La cour intérieure présente donc un parement plus léché, si vous voulez, d'un parement plus soigné, avec des pierres de taille. On voit une rampe qui a été rajoutée un peu sur le modèle de celle de Saint-Jean d'Acre, qui est donc un autre château hospitalier. Sur cette enceinte intérieure a été repéré les agrafes, et nous avons mené donc un travail assez systématique de repérage et d'études sur ce matériau. Suivante, s'il te plaît. Alors, d'un point de vue méthodologique, très rapidement, c'est une petite originalité de ce qu'on a essayé de faire. Les premières identifications ont été réalisées complètement au hasard de l'étude de bâti, et notamment de l'étude des archères et des ouvertures de tir, donc en 2013, où l'équipe a pu repérer quelques agrafes en place au niveau des linteaux qui couvrent les ouvertures de tir. Donc sur cette base, on a gratté un petit peu et puis on a engagé un repérage visuel systématique sur le réduit central, donc en 2014 et 2015. Et puis on a eu l'opportunité de réaliser des compléments d'observation, puisque ces agrafes, le repérage visuel n'est pas du tout évident. On a fait quelques compléments d'observation et de recherche au moyen d'un détecteur de métaux. Donc avec Robert Cole, qui est aux Antiquités israéliennes. Et là, on a pu balayer l'intégralité des parements du réduit intérieur de manière à repérer ces agrafes. Et puis, donc sur le réduit intérieur, on a pour l'instant une prospection qui est vraiment systématique. Sur l'enceinte extérieure, là, c'est beaucoup plus sommaire. On a fait quelques repérages, notamment, est-ce que tu peux revenir sur le plan? Voilà, s'il te plaît. Donc, notamment sur la tour qui est ici, côté sud-est, où là, on a pu repérer des signes d'agrafage assez systématiques sur le glacis de cette tour. Merci, la suivante. Voilà, donc très rapidement, pour vous situer la zone dans laquelle on retrouve ces agrafes, il faut aborder la question du mode de construction des parements extérieurs du réduit. Alors déjà c'est très simple, donc sur les parements internes du réduit, on ne retrouve absolument aucune agrafe. Donc là il n'y a aucun problème, on les retrouve exclusivement sur le parement externe. La base des murs est talutée et construite en gros blocs de basalte sur toute la hauteur du rez-de-chaussée ou presque. Et
au sommet du talus, et bien là démarre une élévation verticale en calcaire qu'Anne a évoquée. Le mode de construction de ces parements, eh bien, on a en moyenne sur le pourtour 5 assises de talus qui forment une hauteur de 3,40 m et une pente assez conséquente de 80 degrés. L'épaisseur moyenne des murs varie de 3,60 m à la base à 2,80 m à hauteur du parement en calcaire. Et les blocs de basalte, alors là c'est vrai qu'on a un petit problème de perception de l'échelle, on a l'impression que ces tours sont finalement assez petites. En réalité elles font 10 mètres de côté, les blocs de basalte sont assez irréguliers, bruts d'extraction pour la plupart, et d'un gabarit qui varie de 73 cm par 30 à 1 mètre par 1,24 m de côté. Donc globalement pour couvrir 40 mètres de linéaire d'élévation, comme on peut le voir ici, eh bien, ils utilisent pour une assise en moyenne entre 35 et 45 blocs, ce qui est assez faible finalement. Donc les agrafes ici sur la façade est sont situées uniquement donc, dans les basses talutées des murs sur les parements extérieurs. Ici on a une façade avec... Donc, vas-y. Parce que je pense que les détails sont un peu petits. Donc voilà, on va zoomer un petit peu sur ces élévations. Pour se rendre compte, sur les quelques vues qu'on va voir, vous avez systématiquement en rouge les agrafes repérées visuellement, que ce soit simplement des extrémités d'agrafes enchâssées dans les blocs ou les agrafes complètes. En bleu, ce sont les écho-détecteurs de métaux et on a quelques points verts qui signalent des trous de scellement de ces agrafes. On a une répartition sur au moins 3 assises de hauteur. Évidemment, on a un problème d'accès aux parties hautes parce qu'on n'a pas d'échafaudage sur place pour aller faire des observations. Et des parties hautes qui sont extrêmement remaniées. La partie que vous voyez en gris clair sur cette vue, par exemple, et sur toutes les vues que vous allez voir, eh bien, ce sont des parties qui sont complètement reconstruites au cours de la restauration du site. Alors, on repère systématiquement ces agrafes sur la première, la deuxième assise, parfois la troisième assise. Sur les grandes longueurs des façades, ici vous pouvez voir en rouge, les 3 premiers blocs sont agrafés sur la première assise. Et puis ensuite, on suit des échos-détecteurs de métaux quasiment sur toute la longueur de cette première assise en façade sud. Suivante. Alors, par exemple, sur une tour... Est-ce que tu peux revenir sur là ? Voilà. Donc sur une tour qui est... bon là j'ai pris l'exemple de la tour nord-est qui n'est pas la mieux conservée, mais c'est celle dont les élévations étaient traitées au moment de réaliser cette présentation. Donc il y aura des éléments plus complets au moment de la publication. Ici, globalement, on a entre 2 et 3 assises visibles et observables sur cette tour, donc qui fait 10 mètres de côté pour les grands côtés. On retrouve de manière systématique, soit sur le niveau d'arase de la tour, des agrafes entre tous les gros blocs, ou des trous de scellement de ces agrafes, et sur les parties inférieures, où on ne peut pas observer les agrafes excepté au niveau des archères, eh bien, on retrouve des échos-détecteurs de métaux entre chaque bloc, quasiment. Donc sur les tours, on peut quasiment attester d'un agrafage systématique de tous les gros blocs. Sur les façades, c'est un petit peu moins net. Voilà. Mais on a quand même une quantité d'agrafes assez importante, au moins sur la première et la deuxième assise. Ces agrafes, elles sont mal observables. On le voit ici dans le petit extrait qui est montré. Elles sont installées assez en profondeur et c'est seulement à la faveur des enduits qui ont sauté qu'on peut les voir. Voici ici donc un négatif où on voit assez bien donc ici et ici les 2 trous de scellement et puis les parements qui ont sauté, et on voit bien que l'agrafe enjambait les quelques petits blocs de calage entre les 2 gros blocs de basalte de manière à relier les 2 gros blocs. Elles sont posées au niveau du lit d'attente des pierres et on les observe à la fois dans le parement et au niveau des éléments architectoniques, notamment donc les chaînes d'angles et les archères. Voilà, pour vous donner une petite idée de leur morphologie,
On observe des longueurs de 19 cm jusqu'à 92 cm, ce qui est particulièrement important. La moyenne se situant plutôt entre 35 et 55, avec des sections qui sont généralement de 3 par 3. Oui, merci, parce que de tête, je ne vais pas y arriver. 3 par 3 avec quelques variantes, 4 par 2, 3 par 2, 2,5 par 2,5 sur les sections. On a des trous de scellement qui sont systématiquement creusés dans la face des blocs, évidemment, généralement ronds, d'un diamètre de 4 à 6 cm et profond de 2,5 à 7 cm. Et puis, on a, en termes de pose, les agrafes sont scellées au plomb et on observe des crampons qui sont aménagés dans les extrémités, dans les retours des agrafes, dans leurs extrémités, de manière à bien accrocher au scellement. Voilà quelques vues de ces agrafes. Alors, ces agrafes, on les a retrouvées donc dans les réserves archéologiques de Beth Shemesh, qui se trouvent à côté de Jérusalem, et où Ben Dov, donc l'archéologue qui avait travaillé dans les années 60, avait entreposé donc le mobilier le plus important ou le plus précieux. Alors, il y a quelques agrafes qu'on a pu prendre en photo et dessiner, et qui nous montrent, si vous voulez bien, la formation de ces agrafes, avec justement, comme le disait tout à l'heure Laurent, leur bout avec les... en écaille un petit peu, qui permet donc d'accrocher à l'intérieur de le plomb. Alors, autre chose qu'on a pu faire aussi ici, c'est de les peser. Donc, ça permet de voir un petit peu aussi la gestion du matériel qu'il fallait. Celle-ci, elle fait 2,1 kg. Il y en a qui font 35 cm. Donc, celles qu'on a retrouvées in situ sont beaucoup plus longues que celles qui étaient dans les réserves. Donc, c'est des éléments, mais elles sont toutes variables, 35 cm, 33 cm, et encore, elle n'est pas entière. Donc, 31 cm, 1,5 kg, 2 kg, 3 kg. On peut aller certainement jusqu'à 4 kg pour les plus grandes. Et on a essayé en fait de quantifier donc toutes ces agrafes pour essayer de comprendre aussi l'économie du chantier. Si on regarde ce que représente la façade sud, donc on avait une longueur de 37,80 m, 43 blocs, 4 agrafes à tester, 22 échos. Si on prend au niveau de la tour nord-est, donc on a regardé tout ça, bien sûr, à l'échelle du mur existant, c'est-à-dire sur 2 assises, sur le mur nord, sur le mur est, sur le mur sud, et chaque fois on peut à peu près évaluer le besoin en agrafes. Sur la tour sud-est, 33 agrafes, 37 échos. Alors, on peut en déduire, pour la moitié est et sud du réduit, c'est-à-dire du castrum intérieur, on a 18 agrafes en place, 87 trous de scellement, dont 22 paires, qui correspondent donc à 65 agrafes, 133 échos avec le détecteur de métaux. Ce qui voudrait dire qu'on aurait 216 agrafes, pour une moitié environ du pourtour du réduit conservé, toujours les mêmes normes, sur un peu moins de la moitié de la hauteur d'origine. Alors, pour la construction du glacis, si on fait les calculs, ça fait un emploi donc, de 800 à 900 agrafes, au minimum, donc entre 90 et 110 pour la seule tour sud-est. C'est-à-dire quand même énormément d'agrafes qui sont utilisées pour ce château qui est de dimension relativement modeste, c'est pas non plus un énorme chantier. Alors, on va venir tout de suite donc aux conclusions qui sont de 2 types, les conclusions techniques et les conclusions en fait de l'objectif d'une telle mise en œuvre. Déjà, on peut dire que la répartition très régulière de ces agrafes, mais qui sont toutes de dimensions différentes, montre qu'elles ont été réalisées in situ, puisqu'en fait, on s'est adapté chaque fois au bloc. On a travaillé très précisément donc les extrémités, donc en crampons, là, sauf avec des sortes de petites écailles. Elles sont toutes identiques donc dans leur forme technique. Ensuite, pour la dimension, donc ça répond, si vous voulez, à la première remarque, c'est qu'effectivement, comme elles sont différentes, elles sont toutes de poids différentes, mais on peut vraiment évaluer entre 2 kg à 4 kg pour les plus importantes qu'on n'a pas pu peser, mais qui se trouvent encore sur le site. Le linéaire, 2 formes de calcul. On peut évaluer un linéaire, deux types de linéaires. Soit on considère que les tours on sait que toutes les tours sont agrafées, que toutes les assises des tours sont agrafées, mais on considère que les murs entre les tours sont agrafés. À ce moment-là, ça fait un linéaire assez important qui va de 1600 à 1800 agrafes pour un agrafage systématique. Ça veut dire aussi donc 3,2 tonnes ou 3,6 tonnes de métal, soit
on considère que seules les tours sont agrafées et on a quelque chose d'un petit peu plus large pour les murs, donc on arrive à 1,6 tonne à 1,8 tonne. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que la masse volumique du fer étant de 7860 kg par mètre cube, donc ce qui n'est pas une masse énorme, si vous voulez, du point de vue matériel. La question qui se pose aujourd'hui, si vous voulez, d'un point de vue économique, d'où vient ce fer, puisqu'il n'y en a pas, il n'y a pas de minerais dans la région de Galilée. Donc il y a un apport qui vient soit de Jordanie, soit aussi par la mer, puisqu'il y a eu aussi des épaves qui ont été retrouvées, qui datent du Moyen-Âge et qui transportaient des métaux, par exemple, qui venaient de Chypre. Alors c'était un autre métal, mais ça nous fait réfléchir sur ce transport quand même important. Tout ceci représente un coût évident pour un chantier. Ce coût, on n'a pas mis énormément de moyens dans la construction du château. On voit que c'est des gros blocs basaltiques, ça vient du substrat. Ils sont cassés, si vous voulez, et mis en œuvre directement dans le glacis, avec un mortier, je le rappelle, qui n'est pas de très très bonne qualité. Donc, on a voulu verrouiller, en fait, en quelque sorte, ces pierres, dans un souci de monter très vite le château. Cette rapidité d'exécution, elle est évidente. Il y a deux possibilités qui sont d'ailleurs pas concurrentielles, on peut les voir ensemble. Soit on veut construire vite parce que c'est un bâtiment défensif, soit il y a aussi une raison ostentatoire, puisque c'est le premier château hospitalier de la région, soit on a les deux critères qui rentrent en jeu. Pour attester, si vous voulez, pour finir, et pour attester vraiment cette construction rapide, on a le phasage, donc grâce à l'archéologie du bâti, on y revient, c'est qu'on a effectivement la construction du mur extérieur, alors du glacis plus exactement, du glacis le glacis qui est ici, qui est construit en premier, et dans un deuxième temps, on vient construire la cour intérieure, c'est-à-dire ce petit bâtiment. Et ensuite, donc, la voûte vient reposer sur ce mur qui est déjà en élévation. Donc, on voit bien que toute cette volonté de construire rapidement se voit aussi bien dans le choix des élévations que l'on va faire en premier, et ensuite le système d'agrafage avec les métaux. Et à partir de là, si vous voulez, beaucoup de questions restent, bien sûr, mais sinon on ne retournerait pas à Belvoir la prochaine fois, mais on aimerait pouvoir régler, si vous voulez, ces questions de phasage de construction, mais au-delà du phasage, qui n'est qu'un aspect en fait de la recherche, c'est de voir les moyens qui ont été mis en œuvre, les raisons de ces moyens et aussi l'approvisionnement de ce métal qui est assez important. Et une dernière question, mais que je vous pose aussi, puisqu'ensuite vous allez avoir plein de questions, ça va être bien. Mais si vous pouvez répondre à certaines questions, ça sera encore mieux. C'est finalement toutes ces barres qui sont, toutes ces agrafes, elles ont une section qui est à peu près identique. 3 sur 3, 2 sur 4. Et on a l'impression qu'on a affaire quand même à des barres de métal qui ensuite, sur place, vont être redécoupés, bien sûr, et puis adaptés au site. Alors, comment se fait le transport? Sous quelle forme? Voilà. Merci pour votre attention. Merci. Merci, Anne.